L'ancien président de la République Giscard d'Estaing voulait désenclaver sa région, l'Auvergne, en facilitant les flux entre le nord et le sud de la France et permettre aux Parisiens qui partaient en vacances sur la Côte d'Azur de la traverser, la découvrir et parfois de s'y arrêter. Rendre dynamique et accessible le développement touristique et économique du Massif central. Et pour attirer des populations, il faut faciliter les transports et fluidifier le trafic. Que ce soit pour l'activité touristique, l'une des premières en France, ou simplement rendre la découverte du monde qui nous entoure plus accessible. L'autoroute, elle a été voulue pour désenclaver tout le Massif central, parce qu'on avait des autoroutes qui passaient de part et d'autre du Massif central, mais rien au milieu. Ça raccourcit les distances, vous êtes forcément plus près de Clermont-Ferrand, qui est une grande ville, vous êtes forcément plus près de Béziers, de Montpellier, donc ça rapproche. Et toute cette population rurale était destinée à être conduite à Paris ou dans les grandes villes. Mais il y avait une deuxième raison, c'est que l'autoroute A7 de la vallée du Rhône est complètement saturée et il est évident que la direction des routes, le gouvernement, veuille développer une alternative au sillon rhodanien pour créer une liaison beaucoup plus rapide vers le sud de la France et l'Espagne. Il fallait une solution. Giscard décide alors de la construction de son autoroute. Il la veut spectaculaire et gratuite. Au début du projet, il s'agit surtout de passer en 2 fois 2 voies l'antique RN9, mais il fallait un axe plus large, plus rapide, pour développer les poumons économiques des régions traversées. Une autoroute, c'est une artère vitale, exactement comme dans un corps humain. Les projets, ce sont les viscères, les muscles aussi, et les voies de communication, ce sont les artères. C'est ce qui va conduire le sang et donc les nutriments, donc les éléments, concrètement les marchandises, le déplacement des populations. C'est un vaisseau principal, mais qui a très peu de veines. On limite le nombre des échangeurs. Par contre, évidemment, ce sont ces échangeurs qui vont irriguer les différentes parties. Il y a certaines personnes qui comparent l'A75 finalement à la colonne vertébrale d'un corps humain. C'est le réseau structurant où tous les réseaux locaux viennent se connecter dessus. En 1987, l'autoroute est décidée. Au début de la construction, ces hommes et ces femmes de l'A75 ne pouvaient pas se douter qu'elle allait porter des ouvrages d'art impressionnants, alliant sécurité et prouesse technique, comme le tunnel de l'Escalette, avec sa pente de 7%, la plus raide de tout le réseau autoroutier de France, ou voir naître le plus prestigieux ouvrage d'art qui cumule les records et qui demeure la vitrine de l'ingénierie française dans le monde, le viaduc de Millau. Au départ, il ne s'agit pas à proprement dit d'inventer un tracé d'autoroute, mais bien de réaménager et d'élargir la RN9 datant du 19e siècle, en l'adaptant à la sécurité et au trafic des années 80. Cette nationale était la route de Paris à Perpignan qui permettait d'accéder à l'Espagne. Mais la RN9 était tristement célèbre pour être l'une des plus accidentogènes de France. Moi, personnellement, j'ai perdu énormément de mes camarades dans mes jeunes années sur la route. C'était quelque chose qui était considéré comme une quasi-normalité, malheureusement. C'était une route nationale qui suivait les anciens chemins et même s'il avait été reprise à plusieurs endroits, elle était quand même assez tortueuse. Avant les viaducs et avant le tracé de l'autoroute, descendait dans les vallons, slalomait dans les vallons pour remonter après sur les montagnes. C'était une vraie route de montagne, hein, la Nationale 9. Même si l'autoroute A75 se calque sur la RN9, il faut entièrement la redessiner. Construire des terre-pleins centraux, des bandes d'arrêt d'urgence et des aires de repos. Le principe directeur du chantier est bien d'élargir la chaussée en 2 fois 2 voies pour éviter les accidents et fluidifier le trafic. La 75 suivait plus ou moins l'itinéraire de l'ex-route nationale 9, mais les contraintes géométriques de réalisation d'une autoroute n'étant pas les mêmes qu'une route nationale, il a fallu que la 75 s'en écarte. Ça a commencé par des élargissements dans les années 70 et après on est passé sur un caractère autoroutier à partir des années, fin des années 80, début des années 90. Mais l'obstacle naturel de la géographie et du relief escarpé oblige les hommes de l'A75 à s'adapter. Pour la construire, il a fallu traverser ou contourner des montagnes, rejoindre des causses, fluidifier la circulation lors du passage des cols en altitude. Les bâtisseurs ont dû adapter leur technique de construction aux conditions climatiques hivernales. Aux enjeux techniques s'ajoute une contrainte spécifique. Pour la première fois en France, une attention toute particulière va être portée au paysage exceptionnel que traverse une autoroute. Un défi pour l'A75.
Comment mettre en valeur les parcs nationaux, les ouvrages d'art et les villages qui jalonnent l'autoroute. Vous dites pas, pof, je vais de là à là, et puis je vais vous tracer directement l'itinéraire. Il y a un ingénieur qui s'appelait M. Marcès, qui était un paysagiste, qui a travaillé pour l'intégration du tracé dans le paysage. C'est-à-dire qu'on a évité des tranchées brutales, on remodelait le paysage, on mettait les chaussées à des niveaux décalés pour mieux les inscrire. On a essayé de garder les profils naturels du terrain. Pour justement insérer au mieux l'autoroute dans son paysage, de façon à ce que l'autoroute fasse maintenant partie du paysage. Les hommes de l'A75 vont devoir faire preuve de toutes les techniques de l'ingénierie moderne pour ne pas défigurer le paysage. Au fur et à mesure de sa construction et pendant près de 30 ans, ils vont devoir mettre en place des fondations dans des sols divers et parfois friables, élever des viaducs, les ouvrages d'art autoroutiers les plus impressionnants du siècle. Et surtout, pour sécuriser le parcours, creuser des tunnels en altitude. 1993. Les hommes de l'A75 doivent améliorer une portion inévitable et particulièrement étroite et dangereuse de la RN9. Le col du Pas de l'Escalette, 616 mètres d'altitude. C'est la seule façon de passer du plateau sud du Larzac à la vallée de l'Odève dans l'Hérault. L'ancienne Nationale 9 passait à flanc de falaise tout le long et du coup avec une partie de la route qui était quasiment dans le vide. La route qui grimpait de la vallée sur le plateau était vraiment construite évidemment contre les falaises, contre la montagne. Il a fallu faire un tunnel pour passer en autoroute. Il est donc décidé de percer un tunnel pour passer d'une petite route de montagne à un tunnel autoroutier de 2 fois 2 voies. Mais comment construire un tunnel à l'explosif tout en maintenant cette circulation dense sur la RN9 ? Il y a dans l'exécution une particularité, c'est qu'on a creusé ce tunnel en descendant. La stratégie adoptée était nécessaire pour maintenir la circulation sur la RN9 durant les travaux. Les déviations auraient été trop compliquées à mettre en place sur un lieu si escarpé. Mais creuser un tunnel en descente n'est pas sans risque. C'est une véritable difficulté parce qu'on peut être noyé, comme on dit. C'est-à-dire que toute l'eau du terrain se retrouve dans le tunnel et il faut pomper sans cesse. Et puis aussi, quand on évacue le marin, c'est-à-dire les déblais qu'on creuse un explosif, les camions, il faut qu'ils remontent la pente et c'est là aussi difficile, en charge, dans la boue du chantier, de remonter. En juin 1993, on frôle le drame. Un accident spectaculaire se produit. Une portion de la RN9 s'effondre, emportant une partie de la falaise juste au bord des travaux du tunnel. La circulation est coupée et l'inquiétude est grande de pouvoir finir le tunnel à temps. Ça s'est passé brusquement une nuit. On l'a évalué entre 500 000 et 1 million de mètres cubes de terrain naturel qui a glissé au fond de la vallée en emportant la route nationale 9 qui était juste au-dessus. La portion à la sortie du tunnel s'est effondrée dans la vallée. Le tube ouest, alors en pleine construction, devait sortir au niveau de ce glissement de terrain. On se demandait sur le coup si on allait pouvoir poursuivre la construction de l'autoroute dans le projet initial. Là, on sent vraiment une énergie, tous les gens qui se rassemblent pour trouver cette solution, discuter vite. Et c'est incroyable comme on produit sous une telle tension, une telle pression, une telle émotion. Et les hommes du tunnel ont trouvé. La solution a été de modifier le tunnel de son tracé initial pour s'éloigner de la zone dangereuse. Sans perdre de vue de prendre en compte ce qui est le plus accidentogène dans un tunnel, la pente. Ici, 7%. La plus raide de toutes celles présentes dans le secteur autoroutier français. Immédiatement se pose la question de la sécurité. Comment stopper sans risquer l'accident des véhicules lourds ou légers lancés à pleine vitesse dans un tunnel où le moindre accident peut tourner à la catastrophe? Impossible d'imaginer des véhicules hors de contrôle venir créer un carambolage en bas de la pente du tunnel. On parle de forte pente à partir du moment où on a au moins 130 mètres de dénivelé et une pente supérieure à 3%. Là, on a toutes les caractéristiques de loin, on est large même, parce qu'on a des pentes à plus de 7% en aval du tunnel. À la descente, il y a effectivement ces risques-là, c'est-à-dire que des personnes aient des vitesses excessives où les freins ne fonctionnent plus, donc voilà, ça peut être dramatique.
Le problème majeur dans ce tunnel à 2 tubes multidirectionnels est qu'il faut assurer la sécurité pendant 725 mètres. Le feu est traditionnellement l'ennemi de chaque tunnel en cas d'accident, mais on pense moins à la perte de contrôle par défaut de freinage. Dans le cas de cette pente à 7%, c'est l'enjeu majeur. La solution pour arrêter un poids lourd à pleine vitesse, créer des voies de détresse ou lits de dégagement. On les reconnaît parce qu'elles sont présignalées par un damier rouge et blanc. On se débranche, on sort, c'est-à-dire on sort de la voie de droite, on va sur le damier et au bout du damier, il y a un lit d'arrêt d'urgence. Cette bretelle de la route est un grand bac conçu en ciment d'une largeur égale à 2 camions. Cette cuvette d'une 50aine de centimètres de profondeur est remplie de cailloux. Ce sont des débranchements de la route qu'on emprunte très facilement, sans manœuvre particulière. Il faut que ce soit justement très aisé. On utilise pour les lits de dégagement des graviers roulés d'un diamètre de 2 cm environ, comme des billes, qui permettent aux véhicules de s'enfoncer inexorablement dans cette piscine sans mettre en danger la vie des passagers.